Bonjour à tous. Une ICO, c'est risqué par nature. Pour vous aider à y voir plus clair, aujourd'hui je vais passer en revue 8 questions que vous pourriez avoir au sujet de XSL Labs, une startup dont l'ambition est, je vous le rappelle, de nous rendre le contrôle de nos données personnelles en ligne. Rien que ça. Si vous avez raté ma première vidéo sur le fonctionnement du projet, je vous mets le lien en description et aussi en haut à droite. Comme il y a des gens qui découvrent parmi vous, je vais essayer d'expliquer davantage certains concepts dans mes vidéos en général. Allez, on est parti. La première question que vous pouvez vous poser, que vous devez vous poser même, c'est quel est le problème soulevé par l'équipe? Est-ce que ce problème concerne suffisamment de monde? Et est-ce que la solution apportée permettra de servir toutes ces personnes? En d'autres termes, un projet qui marcherait bien pour 10 personnes, est-ce qu'il sera transposable pour 100, pour 1000, pour 1 million, 1 milliard de personnes? Ça s'appelle la scalabilité. Et c'est un vrai problème si on vise un très grand nombre de clients. Il faut dimensionner à l'avance. Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie actuellement, souffre beaucoup de l'engorgement de son réseau, et seul le passage à Ethereum 2.0 dans encore de longs mois permettra de résoudre le problème. Mais revenons à XSL Labs. Sur la taille du marché, j'ai aucune inquiétude. Tout le monde ou presque sera concerné sur la planète. Et concernant la scalabilité du projet, l'équipe vient de nous donner une preuve de sa faculté d'adaptation. Il était prévu, dans un premier temps, avant de migrer sur le réseau natif Pulsar, que le SEAL soit un jeton ERC20. Ça veut dire qu'il aurait utilisé la blockchain Ethereum. Or, on vient de le dire, cette blockchain est complètement saturée. Les frais de transaction et d'exécution des smart contracts sont absolument exorbitants. Pour améliorer l'expérience utilisateur, et aussi, il faut bien le reconnaître, pour éviter que le projet ne soit coulé avant d'exister par les frais de la blockchain Ethereum, ils ont réussi à obtenir le lancement sur la Binance Smart Chain. Ils auront plus de visibilité, moins de frais et des transactions plus rapides. Que demander de plus? Deuxième point, la documentation. Un projet qui est en train de se monter, ça ne veut pas dire qu'on avance à l'aveuglette sans savoir où on va. Tout projet qui se respecte a au moins un white paper, un livre blanc en français. C'est très important. C'est là-dessus que vous allez vous forger votre opinion. Si une ICO que vous étudiez n'a pas de white paper, eh bien, passez votre chemin. C'est probablement une arnaque. Ça va sans dire, mais je vais le dire quand même, ce document, vous devez le lire. Évidemment, ce white paper est dispo pour XSL Labs, et pour les plus curieux, sur le site internet, il y a aussi de la documentation technique que vous pouvez aller consulter. J'en profite pour vous parler un petit peu de ce que c'est qu'une ICO. Ça veut dire Initial Coin Offering en anglais, ça correspond à la phase de levée de fonds dans le projet. Beaucoup de projets crypto se lancent comme ça, il y a besoin d'argent pour le développement, donc on propose aux investisseurs de préacheter les tokens qui seront émis ensuite. Alors c'est à double tranchant, du strict point de vue de l'investissement. Le prix est très bas pour commencer, donc la plus-value potentielle est énorme. On peut avoir du x50, x100, x200, c'est parfaitement réalisable. Mais en face, le projet n'est même pas lancé. C'est le moment où le risque d'échec est le plus fort. Et si le projet ne décolle pas, vous pouvez potentiellement perdre votre mise de départ, et ça, c'est à garder à l'esprit. Vous pouvez aussi choisir de rentrer plus tard dans le projet, quand il est vraiment en train de grossir. Là, le risque diminue énormément, le token est déjà listé par exemple, vous savez beaucoup plus où vous mettez les pieds, mais en contrepartie, vous allez payer beaucoup plus cher. Personnellement, j'ai investi dans le projet une petite partie de mes plus-values sur l'année. J'accepte de prendre le risque, je suis prêt à perdre tout ce que j'ai misé. Troisièmement, l'équipe. Il faut regarder qui participe au projet, s'ils sont connus dans le milieu et ce qu'ils ont déjà fait. Je connaissais déjà un des fondateurs de Réputation, il a une chaîne YouTube avec plus de 35 000 abonnés, c'est Georges alias Slashcoin. Sur sa chaîne, il fait de l'analyse technique crypto. Vous pouvez aller aussi consulter les CV du reste de la team sur internet, en sachant qu'ils restent discrets sur leur dernier recrutement. Je pense qu'ils veulent garder de l'effet d'annonce pour le listing. Quatrièmement, la communauté. Personnellement, je suis que sur le Discord, mais il y a aussi Facebook, Twitter. Il y a une communauté très active derrière le projet. Pour l'instant, le marketing a été volontairement discret. L'équipe a annoncé qu'ils allaient commencer à faire pas mal de bruit ces mois-ci. Le projet est également soutenu par des influenceurs beaucoup plus chevronnés que moi, comme Cryptomatrix par exemple, que vous connaissez sûrement. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait. C'est assez technique, mais c'est super intéressant. Je rate jamais une de ses vidéos. Cinquième question, les freins à l'adoption. On vise potentiellement tout le monde sur Terre avec XSL Labs, mais tout le monde n'est pas familier avec les crypto-monnaies. C'est même le contraire. Est-ce que le fait de devoir passer par une crypto-monnaie n'est pas un problème majeur pour l'adoption par le grand public?
Alors, la réponse est oui. Et c'est pour ça qu'il est prévu de rendre le côté crypto du service complètement transparent pour un utilisateur qui n'y connaîtrait rien. On paiera en euros ou en dollars et les SEAL seront achetés de manière automatique et dépensés de manière automatique sans qu'on ait besoin de savoir ce qu'est un jeton, ce qu'est un wallet crypto. Tout ça, ce sera complètement transparent. Le projet sera pensé pour être accessible à un parfait néophyte et il ne se rendra même pas compte qu'il est en train d'utiliser une crypto-monnaie. Comme vous le savez, c'est en SEAL qu'on va payer les services, comme par exemple créer son identité décentralisée. Mais qu'est-ce qui se passe si le prix du SEAL monte? Est-ce que ça veut dire que le prix du service qu'on veut utiliser montera aussi? Non, l'équipe du projet a répondu à la question, ils feront très attention et on ne paiera jamais 500 $ pour son SDI. Même si la valeur du jeton augmente, ce que tout le monde recherche, l'objectif est de maintenir un coût pour l'utilisateur d'environ 1 $. Sixième question, qu'est-ce qui va inciter les gens à acheter et surtout à garder du SEAL? Si on veut que le prix du token s'apprécie, il faut des acheteurs intéressés et pas trop de vendeurs. C'est à ça qu'on reconnaît un jeton réellement utile. Deux choses. Tout d'abord, il y aura l'application One. Ce sera le cœur du système, l'interface entre chaque individu et les données de l'autre côté. Pour utiliser cette application One, il faudra avoir des SEAL, qu'on soit au courant ou pas. Un utilisateur qui n'y connaîtra rien pourra quand même en posséder sans même s'en rendre compte. Ça c'est une chose, mais deuxièmement, et le plus important à mon avis pour l'adoption mainstream, c'est l'application Cortex. Cortex, qu'est-ce que c'est? C'est un vaste sujet et ça fera sûrement l'objet d'une vidéo à part, mais je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes. C'est la possibilité pour l'utilisateur, donc vous potentiellement, de gagner de l'argent grâce à vos données, mais toujours sans les divulguer. Et c'est aussi la possibilité pour les annonceurs de faire des campagnes publicitaires plus ciblées qu'elles ne l'ont jamais été. Cortex, ce sera donc un intermédiaire entre un annonceur qui veut faire une campagne de pub et des gens qui sont d'accord pour recevoir de la pub. Et, si possible, une publicité qui les intéresse. Il y a deux différences par rapport à la situation actuelle, je pense. Premièrement, vous êtes d'accord, et deuxièmement, vous êtes payé. On va commencer par l'accord. Vous allez choisir le support par SMS, par mail, vous allez choisir la fréquence, et j'imagine qu'on pourra également mentionner ces centres d'intérêt pour recevoir des choses qui nous intéressent, si on est d'accord. Deuxièmement, la rémunération. Une partie de ce qu'a payé l'annonceur vous revient à vous. Je vais essayer de vous donner un exemple simple. On va imaginer un constructeur automobile qui veut promouvoir sa dernière voiture de sport haut de gamme. Donc je pense que naturellement, ils vont aller cibler des hommes entre 40 et 50 ans. Ce sera les gens qui seront les plus susceptibles, d'une part, de désirer, et d'autre part, d'avoir les moyens d'acquérir un véhicule qui pourrait coûter 80 000 €. Vous êtes un homme de 45 ans, vous rentrez donc dans le cahier des charges, et vous avez indiqué être d'accord pour recevoir de la publicité par mail. Sans donner votre nom, ni votre âge, ni votre mail à l'entreprise qui fait la publicité, vous serez ciblé par cette campagne, et vous toucherez de l'argent pour ça. Tout ce que l'annonceur voit, lui, c'est un nombre. On lui dit, voilà, on a par exemple 1425 personnes qui correspondent exactement à votre cahier des charges et qui sont d'accord pour recevoir de la pub ce mois-ci. Donc on va leur diffuser votre annonce. Grâce à ce système, on peut affiner le ciblage presque sans limite et vos données, tout en restant confidentielles, peuvent vous rapporter de l'argent. Septième question, puisque maintenant on a pas mal d'informations, on peut en parler. Où en est l'ICO? Est-ce qu'on est sûr que le projet ira quand même à terme? La réponse est oui. L'argent récolté jusqu'à maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a fini la phase 2 et on est au début de la phase 3 de l'ICO. Et l'équipe dirigeante a déjà indiqué avoir suffisamment d'argent pour quasiment finir le développement de tout le projet. Donc tout ce qui va rentrer à partir de maintenant, ce sera du bonus, des fonds qui seront utilisés pour augmenter la force de frappe marketing. Parce que bon, il ne faut pas se le cacher, le projet peut être le meilleur du monde, si personne n'en entend parler, il ira nulle part. L'ICO se terminera le 31 mars 2021, ou avant, s'ils ont fini de vendre tous les jetons. Et enfin, huitième et dernière question, est-ce qu'on sait déjà sur quel échangeur sera listé le SEAL? On ne sait pas encore. Il devrait y avoir des noms courant mars et le listing à proprement parler n'aura pas lieu avant avril. Là, attention, il y a une confusion à ne pas faire. Le réseau de lancement, qui sera la Binance Smart Chain,
est à ne pas confondre avec l'échangeur. La Binance Smart Chain, ça ne veut pas dire qu'on aura Binance comme échangeur. C'est une possibilité, ce serait même génial, je pense, au niveau de la visibilité, mais ce sont deux choses complètement différentes. Le réseau, ici, on peut plus le voir comme une route qui relierait des villes qui seraient, par exemple, les échangeurs. Il y a le choix entre plusieurs routes, et certaines plus encombrées que d'autres, notamment la blockchain Ethereum, qui a été écartée parce que ça coûte trop cher à utiliser. Et voilà, si le projet vous plaît et que, après avoir fait vos propres recherches, vous avez envie d'investir, je vous invite à utiliser le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Mais si c'est le cas, faites vite. L'ICO se termine le 31 mars. Après cette date, il faudra attendre le listing sur échangeur pour pouvoir acheter. Je mets également le lien vers une autre de mes vidéos qui pourra vous servir de tuto pour acheter vos premiers styles. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Posez-moi vos questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve pour la prochaine vidéo, à bientôt!